Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous proposons la dernière partie de notre entretien avec Cabral Libby, candidat du parti politique Univers à l'élection présidentielle camerounaise 2018. Cabral Libby répondait aux questions de la presse internationale ici au Press Club Brussels Europe, c'était le 6 septembre 2018. Fait de la diaspora camerounaise la 11e région du Cameroun pourvue d'un secrétariat d'État pour permettre à celle-ci de prendre part de manière active sur la scène politique, économique, socio-culturel, éducatif et bien d'autres domaines, réformer le système de l'enseignement, notamment le contenu de l'enseignement, les curricula, pour orienter davantage les jeunes vers les formations qualifiantes, doter le Cameroun d'une chambre consultative composée de sages et de patriarches, redorer les chefferies, les chefs traditionnels, gardiens de la culture, gardiens de notre identité, élaborer une politique pour mettre définitivement fin à la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, imprégner le Cameroun d'un modèle de démocratie et de gouvernance propre à Cabral Libby. Tel est le contenu que nous vous proposons dans cet échange. Monsieur Cabral Libby, dans votre programme de société, vous préconisez de faire de la diaspora camerounaise un pilier du développement du Cameroun. Et pour bien commencer, vous comptez étendre le Cameroun au-delà de ses frontières physiques en faisant de cette diaspora la 11e région du Cameroun. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait, le Sénégal l'avait déjà fait il y a quelques années. Mais comment cela va-t-il se traduire? Alors, des choses simples. D'un point de vue économique, une prise de participation, je l'ai dit tout à l'heure, je vais lancer un emprunt obligataire d'1 milliard d'euros. Il faut une structure au préalable avant l'appel au financement. Il faut une structure. Bien sûr. Moi, je préférais commencer là. Mais si vous voulez, on commence par le volet structurel. D'abord, nous allons, au niveau du Cameroun, réaménager le gouvernement pour qu'il y ait un secrétariat d'État au niveau du ministère des Relations extérieures. Et ce secrétariat d'État va servir de tutelle au guichet unique de la diaspora. C'est-à-dire, on va construire un point, un porte d'entrée unique pour tous les compatriotes de la diaspora qui viendront investir au Cameroun pour alléger les procédures à leur regard, pour pas qu'ils soient obligés d'aller ici ou là pour avoir une signature ou une autorisation, et pour également leur accorder toutes les facilitations nécessaires qui accélèrent leur investissement. Des facilitations d'ordre procédural, je l'ai dit, mais aussi d'ordre physique. Ça peut être l'acquisition d'un terrain. Le Cameroun a un domaine national, privé et public, foncier, qu'il peut concéder. Il y a des locaux, je veux dire qu'il y a un faisceau de facilitation qu'il faut accorder pour qu'on aille vite. Moi, je veux créer de l'emploi, je veux créer de la richesse. Donc, une fois que cela est donc fait, j'ajoute tout à l'heure la prise de participation dans les entreprises publiques. Parce que moi, je pars du postulat que l'épargne de beaucoup de nos compatriotes de la diaspora est improductive. Aujourd'hui en Europe, la Banque centrale prête aux banques nationales européennes à des taux, on va même déjà avec des taux négatifs, quand ce n'est pas des taux zéro. Donc du coup, s'ils investissent cet argent au Cameroun sous forme d'emprunt obligataire, d'abord ce n'est pas un endettement pour l'État, mais c'est une recapitalisation de notre économie qui ne nous impose pas le service de la dette parce que ce n'est pas comptabilisé et puis on n'a pas besoin de l'aval du FMI. Ça, c'est une chose. Mais d'un point de vue, j'ai envie de dire strictement politique, si on le fait, il faut bien que la diaspora ait son mot à dire au Cameroun. Et nous allons réaménager, faire une réforme du Parlement et ajouter 5 sièges supplémentaires correspondant à chaque continent pour que, au moment des législatives, comme ce sera le cas l'an prochain, que les compatriotes de la diaspora participent aussi aux élections législatives et choisissent leurs représentants qui vont siéger au Parlement au Cameroun pour qu'eux aussi ils aient un mot à dire sur la marche globale du Cameroun. L'un des freins, pourquoi est-ce que la diaspora ne participe pas de manière active dans les questions politiques au pays? C'est effectivement cette limitation, ce blocage dû au fait qu'ils sont binationaux. Qu'est-ce que vous garantissez par rapport à cette question-là? Alors, moi je dis, au point où on en est, en 2018, la question de la double plurinationalité, pour moi, c'est presque une banalité. Eu égard à ce que la diaspora camerounaise représente, selon les chiffres officiels, c'est 5 millions de personnes, dont le tiers, le cinquième de la population globale. Quand une diaspora pèse d'un tel poids, les incidences économiques et politiques commandent des réformes évidentes. Beaucoup de nos compatriotes ont changé de nationalité pour s'intégrer dans les environnements d'accueil. Et on ne peut pas
vouloir, comme je le dis, qu'ils prennent des parts dans des entreprises publiques, qu'ils soient représentés au Parlement, qu'ils continuent à investir comme ils le font. Les chiffres officiels parlent d'environ 600 milliards de francs CFA de transfert d'argent des Camerounais de la diaspora par an vers les membres de leur famille. On ne peut pas être dans ce contexte et continuer à réfléchir sur l'octroi ou pas de la plurinationalité. Moi, je pense que c'est un verrou qu'il faut faire sauter très rapidement pour instaurer non pas la double, mais la plurinationalité. Vous allez le faire au niveau de la Constitution? Mais moi, je vais le faire. Ce n'est même pas au niveau de la Constitution, c'est la loi de 68. Il faut réviser le code de la nationalité. Ça fait partie des textes que je réviserai à la première session parlementaire, après que j'ai prêté serment, évidemment. Parce que le texte, il est suranné, il est obsolète. Il faut le mettre à jour, et une mise à jour qui tienne compte des réalités. En revanche, je peux comprendre les réserves qui sont émises par certains liées à cette question, parce qu'il faut éviter que les passagers clandestins de la plurinationalité viennent détruire une si belle réforme. Parce qu'il y a bon nombre de Camerounais qui, eux, bien que résidant au Cameroun et occupant de hautes fonctions au Cameroun pendant ces 30 ou 20 dernières années, se sont quand même offert le luxe d'une autre nationalité sans que cela ne se comprenne véritablement. Ce n'est pas qu'on va les ostraciser, mais à ceux-là, on ne leur permettra pas, au moins pendant les 5 ans qui viennent, d'accéder à certaines postes, à certaines fonctions nominatives ou électives, parce qu'il y aura un doute sur l'initiative qu'ils ont eue de changer de nationalité. Mais en dehors de ça, pour nous, vraiment, c'est une question banale dont l'accélération ou l'avancée rapide est commandée par les objectifs que je vous ai déclinés tout à l'heure. Il y a un autre aspect, c'est celui des visas, les visas des binationaux. Une question dont beaucoup d'entrepreneurs camerounais évoquent aussi, ou bien ceux qui veulent entreprendre au Cameroun évoquent, les coûts du visa au Cameroun semblent élevés, voire le double lorsqu'on le compare à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire par exemple, que ce soit au niveau de ces visas ou même au niveau des frais de douane. Donc, ce qui handicape vraiment ceux qui veulent entreprendre de faire des affaires au Cameroun. Donc, quelle solution pensez-vous apporter à ces préoccupations? Là encore, c'est des solutions évidentes. Quand vous suivez notre projet économique, vous comprenez vite qu'il y a un changement de paradigme. Donc, quand on est dans une situation d'ouverture, comme celle que nous voulons créer, il y a des choses qui tout naturellement doivent disparaître. Des surcharges liées au visa. Moi, je suis pour un pays ouvert. Il faut que les gens viennent investir au Cameroun. J'ai dit que pour la douane, sous réserve des accords avec l'Union européenne, il faut que dans des secteurs bien précis, comme le secteur médical, le secteur agro-industriel, le secteur industriel globalement, que les machines entrent au Cameroun en franchise de douane. Parce qu'il faut réformer la douane. La douane doit cesser d'être une douane de prélèvement pour devenir une douane de surveillance. Il faut réorienter la douane vers la lutte contre la contrebande, la lutte contre la contrefaçon. Il faut donc la doter de moyens de travailler véritablement dans l'investigation et non plus dans la collecte aux portes. Non, nous allons ouvrir le Cameroun. Nous avons besoin d'un afflux d'investissement, nous avons besoin de cela et nous ne pouvons donc pas, au même moment que nous voulons cela, créer les conditions de répulsion à nos portes. Donc, moi, je dis sur ces questions, ça coule de source quand on est au courant de ce qu'on veut faire. Notre système éducatif forme beaucoup de diplômés et moins de personnes qualifiées dans tel ou tel domaine, et donc de potentiels chômeurs. Quelle innovation comptez-vous apporter dans ce système éducatif pour permettre aux étudiants qui sortent du secondaire de se renter vers les formations qualifiantes et donc de trouver l'emploi à la fin de la formation? Oui, c'est un axe de notre projet, une éducation, un système éducatif de mission et d'innovation. Mission, j'ai déjà un peu évoqué la question de l'innovation tout à l'heure, mais elle induit la recherche. Pour innover, il faut des centres de recherche. Et ça, c'est un volet de l'éducation que nous n'abordons pas beaucoup chez nous. C'est embryonnaire, c'est vrai, par exemple dans le secteur agricole. Quand vous voyez le travail qui est fait à l'IRAD, vous sentez bien qu'il y a des prémices. Sauf que, comme on ne met pas les moyens qu'il faut, et l'encadrement qu'il faut, la logistique qu'il faut, et souvent nous sommes plus réceptifs aux financements extérieurs, ça fait que ces financements viennent parfois, effectivement, soutenir la recherche, mais une recherche dont les résultats sont expatriés et ne nous profitent pas toujours.
la mission que nous nous fixons, c'est de créer ou de donner naissance, de susciter la ressource humaine dont nous avons besoin pour nos objectifs économiques. Vraiment, nos objectifs de développement. C'est par là qu'il faut commencer. Et dès que vous avez posé cette question et que vous avez trouvé la réponse, il y a un certain nombre de choses que vous faites forcément. D'abord, vous changez l'orientation du système éducatif. Pour le moment, on a un système éducatif éclaté. Vous avez une loi d'orientation pour le secondaire, le primaire. L'objectif, c'est de lutter contre l'analphabétisme. Vous avez une loi d'orientation pour le supérieur, dont l'objectif, c'est encore écrit, c'est la décongestion d'une seule université, même si en 2008, sous les règles de la CEMAC, nous avons migré vers le LMD, licence, master, doctorat, ce qui est une bonne chose. Sauf que, comme souvent, nous n'étions pas préparés à cette migration. Parce que quand vous faites une telle migration, c'est une révolution d'ensemble. Ce n'est pas un saupoudrage, comme ça a été fait au Cameroun. Donc, première chose, il faut changer l'orientation. Changer dans les contenus d'enseignement, les curricula. Il faut professionnaliser véritablement. L'objectif pour nous, notre mission à nous, c'est que l'école inculque le savoir-faire. Non plus seulement un empilement de connaissances qui s'achève par un empilement de diplômes sans qu'on ait une compétence réelle. L'école doit désormais donner un savoir-faire. À côté de l'école pour la connaissance. Mais il faut donc régler la question de l'orientation. La question de contenu de formation, des formateurs. Et c'est en cela que la diaspora également va beaucoup nous aider. Il faut simplement régler les questions de leur intégration dans la fonction publique camerounaise, mais on peut travailler sous la forme de contractualisation. Je ne sais pas pourquoi il y a cette course au fonctionnariat, en réalité. Nous avons aujourd'hui des Camerounais à l'étranger, qui enseignent à l'étranger, qui sont pétris de connaissances et de savoir-faire. Il faut les faire venir. Certains, d'ailleurs, j'en ai croisé dans le domaine médical à Liège, ici en Belgique, qui, eux, le font même déjà et veulent le faire davantage bénévolement. Quitte à régler les questions basiques, les visas, les questions de prise en charge et autres. Donc, il y a le contenu des enseignements. Il faut donc régler la question du livre. Le livre, malheureusement, au Cameroun, est encore un luxe. Bon, pour des raisons évidentes, nous n'en fabriquons pas parce que, bien que nous exportions le bois, nous n'avons toujours pas une seule usine qui fabrique de la pâte à papier. Résultat de course, le livre est encore un luxe. Nous sommes en période de rentrée, au moment où nous passons cette interview. Le livre est une polémique infinie au Cameroun. Et là encore, on parle du secondaire et du primaire. À l'université, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Les bibliothèques sont surannées, obsolètes, hors du temps, comme on dit. Il faut régler la question du livre, régler la question de l'orientation, régler la question de l'apprentissage. Il faut que très tôt, les jeunes acquièrent un savoir-faire. Il faut donc reconstruire les éthiques. Construire des lycées polyvalents, nous avons un plan là-dessus. Construire les SAR-SM qui ont existé à l'époque. Parce que moi, je considère que plus vite on acquiert le savoir-faire, plus vite on trouve un emploi. Soit parce qu'on est employé, soit parce qu'on crée soi-même son entreprise. Pour créer soi-même son entreprise, il faut faciliter l'accès au financement. Pour faciliter l'accès au financement, il faut offrir des garanties aux banques. Pour offrir des garanties aux banques, il faut régler les questions de numérisation, les questions d'identité, les questions d'adresse. Parce que la banque, lorsqu'elle vous prête de l'argent, elle veut s'assurer. Mais il faut encore régler la question de la justice. Il faut des réformes de la justice. C'est pour ça que là encore, c'est un autre volet de notre projet de société. La justice dans le recadrage de l'État, en faisant des réformes du genre, un juge économique qui puisse aujourd'hui, parce que dans notre système judiciaire, il n'y en a pas, le juge fait tout. Un juge économique, il faut faire des réformes qui intègrent le privilège du créancier. Le privilège du créancier, quelqu'un qui a fait une prestation pour l'État, il faut que son paiement soit fait. Et que s'il n'est pas fait, que le juge puisse rendre en urgence une ordonnance qui priorise son paiement. Et qui met sous astreinte l'organisme public qui ne paye pas. Ça vaut pour le public d'ailleurs comme pour le privé. Aujourd'hui, les questions de paiement et de délai de paiement au Cameroun sont une gangrène pour le tissu productif, pour le tissu économique, et c'est mortifère pour les PME. Donc, ça, c'est le volet auto-emploi, mais il y a aussi le volet apprentissage par le levier du crédit d'impôt. C'est-à-dire que, puisque nous allons industrialiser concomitamment le Cameroun, il faut créer des conditions d'incitation des entreprises à recruter des jeunes en apprentissage, quitte à les recruter ou pas par la suite, mais nous on active le levier
du crédit d'impôt, c'est-à-dire que l'entreprise qui recrute des jeunes en apprentissage dans son usine ou autre, reçoit un dégrèvement d'impôts, donc un dégrèvement des charges fiscales, pour que ce soit, c'est ça en fait la véritable mesure incitative. On n'invente pas la roue, ça se fait déjà en Afrique du Sud, ici en Europe, en Suisse, même en Belgique ici. Donc, c'est donc un tout, ce système éducatif. Mais comme je vous l'ai dit, il faut régler la question du statut de l'enseignant. C'est absolument important. Comment il est formé, comment il est pris en charge. Au Cameroun, l'enseignant, il est clochardisé. Ces conditions de travail sont, dans certains cas, absolument inadmissibles. Hein. Il y en a qui sortent d'école, attendent 3-4 ans pour accéder au premier salaire. C'est quand même incroyable. Donc la question, je l'ai dit, la question du livre, la question de l'orientation, la question de l'enseignement, de l'enseignant, la question de l'infrastructure de formation. Nous voulons doter chaque commune du Cameroun d'un lycée polyvalent. Nous avons fait une simulation avec ce que ça coûte. C'est vrai, mais c'est des questions de priorité. Enfin, vous ne pouvez pas aspirer à de légitimes ambitions, comme c'est le cas pour nous, sans régler la question de l'éducation. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, il faut que dans chaque commune du Cameroun, effectivement, qu'il y ait des lycées polyvalents, c'est-à-dire dans lesquels il y a la section générale, la section technique, pour que les jeunes apprennent très rapidement. Et puis, au niveau du supérieur, encourager l'ingénierie. Oui, c'est bien les universités où on apprend l'histoire, les lettres, l'anthropologie, tout ça est absolument important. Mais il faut également une démultiplication des IUT, des instituts universitaires de technologie, où les jeunes sortent très rapidement avec des masters et autres, et puis reçoivent dans ces IUT qui auront été équipés, pour que ce ne soit pas que la théorie, reçoivent la connaissance et le savoir-faire qui leur permettent effectivement de nourrir en ressources humaines le tissu productif que nous voulons créer au Cameroun. Dans ce même ordre d'idées, je pense que l'agriculture devait être aussi une préoccupation majeure. C'est un secteur non négligeable, à même de créer beaucoup d'emplois. Comment stimuler les jeunes à s'intéresser aux métiers agricoles? Il y a des métiers de l'agriculture auxquels ces jeunes peuvent embrasser, mais comment amener à un changement de mentalité auprès de ces jeunes? Oui, vous savez, pour faire le drainage des jeunes, il faut les faire rêver. C'est vieux comme le monde. Donc il faut changer, vous l'avez dit, la perception sur les métiers agricoles, qui doivent cesser d'être les métiers des ratés dans nos environnements. C'est simple. On va mettre une loi, et d'ailleurs on n'invente pas la roue, c'est déjà le cas en Côte d'Ivoire, une loi d'orientation agricole, dans laquelle on va régler la question du statut de l'agriculteur. Il faut changer le statut de l'agriculteur dans la société camerounaise, avec tous les avantages et les accompagnements qui peuvent aller avec, pour que l'agriculteur cesse d'être le laissé pour compte. Mais il faut donc aussi une vraie formation des lycées agricoles. Il faut les démultiplier, effectivement. Mais dans nos lycées polyvalents, il y aura des sections agricoles pour que les gens sachent aussi qu'on n'est pas seulement agriculteur quand on se lève un matin. Moi, je vois ici en Europe, il faut un diplôme pour devenir agriculteur. Et il faut qu'il y ait ces diplômes. Pas seulement au niveau universitaire, au niveau bac. Mais non, c'est des diplômes, parfois après le CEP, c'est 2-3 ans de formation. Vous avez le certificat qui vous permet d'entrer en agriculture. Et quand nous mettons 500 milliards par an, il y a un volet là-dedans qui est un volet subvention. On ne peut pas entrer en agriculture si on n'est pas accompagné. L'agriculture du paysan actuel qui va au champ le matin avec sa machette, ben, ça ne peut sortir personne de la pauvreté. Ailleurs, tout ça a été mécanisé, tout ça a été scientifisé, scientificisé, si vous voulez. Et bien, c'est ce qu'il faut faire au Cameroun. Il faut entrer dans la mécanisation, il faut entrer dans la modernisation de l'agriculture. Et c'est seul l'accompagnement de l'État qui peut régler cela, avec l'accès aux semences, l'accès aux intrants. Si on continue à faire comme on fait la fête, c'est pour quelle productivité? Il faut effectivement régler cette question aussi, mais c'est ça dans le package de la révolution agricole que nous proposons. Donc c'est pour vous rassurer qu'on y a effectivement pensé, il faut changer de perception. Tout à fait. Monsieur Cabral Libi, j'aimerais revenir une dernière fois sur la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Hier, pendant les meetings, vous parlez de guerre. Une guerre qui a déjà fait beaucoup de victimes, une guerre asymétrique, une guerre qui coûte cher à l'État. On est parti des revendications corporatistes à une situation de guerre. Un des candidats à l'élection présidentielle était de passage ici avant vous, José Ozi, pour ne pas le citer, et il a pointé du doigt la responsabilité de certains Camerounais de la diaspora qui soutiennent cette rébellion, qui la financent. Quel est votre message par rapport à cette diaspora que vous appelez par ailleurs de vos voeux à venir construire le pays, cette même diaspora dont certains membres détruisent ce pays? Et quelles sont vos solutions concrètes pour mettre fin à cette crise? J'interpelle effectivement cette diaspora. Je l'ai fait hier à la réunion où on était. Cette diaspora qui est dans le confort occidental,
confort qui a été construit par les enfants de l'Occident et qui participe moins qu'elle ne critique, moins qu'elle ne détruit, effectivement. Mais c'est un travail d'éducation aussi. C'est une mentalité qu'ils ne trouvent pas ici. Ils l'ont depuis le Cameroun. En fait. Ceux qui détruisent le Cameroun ne se trouvent pas forcément ici. Si on est dans le marasme actuel, au bout de 36 ans d'un règne, c'est bien parce que ceux qui nous ont conduits dans cette situation se trouvent au Cameroun. Et les enfants de ce système, c'est eux qui migrent parfois et qui se retrouvent dans la diaspora, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont captifs d'une mentalité rétrograde. Donc moi, je crois au changement de comportement par la pédagogie, par la bonne pédagogie. Et ce n'est pas parce qu'on est la diaspora qu'on n'écoute pas. Moi, j'ai vu ces centaines de Camerounais qui étaient là hier. On m'a dit qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller à ce genre de rassemblement. Ça veut dire que nous tenons un discours qui les accroche et ils viennent et on discute. Et à l'occasion des discussions comme celle-là, il y a une bonne pédagogie qui est faite et puis les comportements commencent à changer. Et moi, je crois en une diaspora entrepreneuriale, à une diaspora engagée, à une diaspora responsable, à une diaspora, et ça transparaît, et ça transpire dans tout ce qu'ils disent, qui veut participer à la construction de son pays. Donc moi, autant je tends la main à la diaspora pour que nous construisons ensemble, mais comme je l'ai dit hier, je ne m'accommoderai jamais, mais alors jamais, d'une diaspora destructrice, tout comme je ne m'accommoderai jamais d'une communauté de Camerounais, même au pays, qui préfère détruire plutôt que construire. Pour la crise anglophone, c'est pour ça que je dis que la première solution, c'est d'abord d'arrêter de se tirer dessus. Donc il faut désarmer. Il faut désarmer. Mais c'est concomitant. Enfin, on ne va pas désarmer avant de... C'est un train de mesure. Il faut désarmer, arrêter de se tirer dessus. Vous dites qu'il faut désarmer. Nous sommes dans un État. Les milices ne sont pas un État. La responsabilité de l'État est mise en jeu. Donc, est-ce qu'il ne faut pas démilitariser, à mon avis, ces groupuscules-là? C'est bien de ça que je parle. Désarmer, c'est synonyme à démilitariser. On ne démilitarise pas un État. Enfin, l'État reste le garant de notre sécurité. Mais effectivement, ceux qui sont dans la brousse, il faut qu'ils déposent les armes. Et il vaut mieux qu'on le fasse dans un dialogue constructif, plutôt que dans des circonstances où on soit obligé d'utiliser la violence légitime de l'État qui, elle-même, encore génère d'autres problèmes qui sont encore beaucoup plus complexes. Nous voulons construire notre État, sortir du sous-développement, sortir du marasme, de la pauvreté, de la misère. Ces investissements dont nous avons besoin, ces capitaux du monde entier que nous voulons chez nous, ne viendront pas s'il y a une partie, d'ailleurs riche de potentialités, qui est en guerre. Donc il faut que ces compatriotes qui eux-mêmes sont en brousse, et même ceux qui les financent, comprennent que ce pourquoi ils luttent, c'est le Cameroun prospère, et que c'est antinomique avec ce qu'ils souhaitent, du moins ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Mais il faut comprendre le problème de fond. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être pas s'étaler davantage, puisque je l'ai déjà dit. Il faut, première chose, dialoguer, et c'est dans ce dialogue-là. Donc il faut que les uns et les autres arrêtent avec la condescendance, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi la conséquence d'une certaine condescendance, d'une certaine négligence. Il faut prendre le problème à bras-le-corps et se dire que ce sont des frères et sœurs qui ont atteint un niveau de colère qui les a poussés à poser des actes aux conséquences imprévisibles. Donc, première chose, il faut reprendre le dialogue avec eux, y compris même avec les plus infréquentables d'entre eux. Enfin, j'aime toujours prendre le cas de la Colombie pour dire qu'il a fallu à un moment s'asseoir sur la même table avec les FARC pour qu'enfin la Colombie retrouve les chemins de la paix. Donc on ne peut pas dire parce que les gens ont été en brousse, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, qu'on ne peut plus discuter avec eux parce qu'ils ont des combattants, ils ont des partisans, ils ont des soutiens. La paix n'a pas de prix. Première chose. Oui. Deuxième chose, il faut régler le problème de fond, qui est celui de l'autonomisation des régions. Moi je dis la crise anglophone n'est pas une crise séparatiste, n'est pas une crise fédéraliste même. Même si on peut comprendre que nos frères et sœurs anglophones soient nostalgiques du fédéralisme dans lequel ils ont vécu de 61 à 72. Et beaucoup te disent qu'effectivement, nous pensons que lorsque nous étions deux États, nous étions mieux traités que maintenant. Donc ils ont cette nostalgie. Pourtant, on peut arriver à ces mêmes objectifs sans forcément rentrer dans un système de superposition institutionnelle. Parce que moi, c'est ce qui me pose problème avec le fédéralisme. C'est en fait, pas deux, 3 parlements, 3 cours de ceci, 3, puisqu'il y a autant. Encore qu'aujourd'hui, s'il faut rentrer dans le fédéralisme, sera-ce un fédéralisme à 2 ou à 10? Bon, moi, je préfère donc un fédéralisme à 10, mais sous la configuration régionaliste, qui fait ses preuves aussi un peu partout dans le monde. Et là, ça règle la question de l'autonomie, qui est au cœur, en réalité, des revendications anglophones, mais qui est même au cœur des revendications sourdes d'une bonne partie des francophones, qui souscrivent à la crise anglophone parce qu'ils souhaitent qu'effectivement,
ils souhaitent tous, in fine, arriver à un stade de décongestion du pouvoir central. Parce que c'est ça, il y a une obésité du pouvoir central. Et pourtant, le Cameroun, depuis 1996, a inscrit cette régionalisation qui n'a jamais vu le jour, et même s'est doté de loi en 2004 pour régir une situation qui n'existe pas. Donc, mettons en application les textes dont nous nous sommes dotés, et faisons le saut de la démocratie de proximité, en permettant aux régions de s'auto-gérer sur un certain nombre de choses bien précises pour que les gens ne soient plus suspendus au pouvoir de Yaoundé, qui est très éloigné, en tout cas jusqu'ici. Il le cessera de l'être lorsque j'arriverai, mais de toute façon, quand bien même j'y serai, il faudra bien que je permette aux gens de s'auto-gérer. Nous vivons tous à la commune. Alors donnons à la commune la place qu'elle mérite. Pour moi, la commune doit être le levier de développement, et il y a d'ailleurs un train de mesure qu'il faut, parce qu'il faut rééquiper les communes. Il faut des réformes aujourd'hui au niveau du CEFAM, des réformes au niveau du FECOM, des réformes au niveau du personnel communal, parce qu'il faut qu'il soit un personnel responsable, parce que la malgouvernance du Cameroun ne laisse pas, n'épargne pas les communes. D'ailleurs, beaucoup de maires aujourd'hui sont en prison. Donc, je pense qu'il faut passer par là. Et puis, un autre levier qui, de notre point de vue, est très important, c'est le levier linguistique. Il faut sortir les Camerounais de la captivité francophone anglophone. Captivité dans laquelle nous sommes simplement depuis le 4 mars 1907, date à laquelle l'Allemagne ayant perdu la guerre, le butin Cameroun avec K, ça s'écrivait à l'époque, a été partagé par deux vainqueurs que sont la France et l'Angleterre. Je pense qu'il faut qu'on sorte de là en érigeant au rang de langue nationale nos langues, en érigeant au rang de langue officielle nos langues nationales. Et pour ce faire, il faut les apprendre à l'école primaire, au secondaire et même à l'université. C'est un chemin qu'a emprunté un pays comme le Ghana. Et on voit aujourd'hui, quand vous arrivez à Accra et que vous appelez les chaînes ghanéennes, vous vous rendez compte qu'il y a plus de programmes en langue locale qu'en anglais, dans un pays comme le Ghana qui n'est même pas bilingue, qui a une seule langue. Donc je pense qu'il faut... Et moi, il y a effectivement ce glissement aujourd'hui qui veut qu'on commence même à juger les candidats ou les personnes publiques par leur capacité à s'exprimer en français et en anglais, alors qu'on ne leur demande jamais s'ils s'expriment en leur langue d'origine ou s'ils ont appris une autre langue nationale en dehors de la leur. Mais parce qu'on ne peut pas apprendre ça. Et je me rends compte aujourd'hui, en travaillant sur cette question en profondeur, que c'est d'ailleurs un paradigme culturel d'une portée qu'on ne soupçonne pas. Parce que si nous commençons à apprendre nos langues, d'ailleurs il y aura une littérature sur nos langues, et elle sera riche de ce que nous sommes, de notre identité, de nos mythologies, de notre histoire, de nos figures historiques, dont nous sommes complètement ignorants. Et du coup, le fait que nous continuions à nous identifier mutuellement de francophones et d'anglophones fait que nous passons à côté d'une réalité tellement riche. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais je ne vous connais pas. Parce que vous connaître, c'est connaître votre histoire, c'est connaître d'où vous venez. Aujourd'hui, vous êtes Bassa, vous êtes à côté de votre frère Bafia, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez absolument rien de l'histoire des Bafia, de la mythologie Bafia, des figures historiques Bafia, de leur migration, de tout ce qu'on veut. Mais parce qu'on a absolument marginalisé et négligé cela au profit des langues étrangères. Et du coup, on oublie que la langue est un marqueur. Quand vous vous exprimez en français, c'est le cas pour nous, ben vous prenez vos sources aussi en France. Du coup, nous connaissons parfois plus l'histoire de la France que notre propre histoire. Monsieur Cabral Libby, si vous êtes élu demain président de la République du Cameroun, quel modèle de démocratie, je ne dirais pas à l'occidental, et quel modèle de gouvernance allez-vous imprégner au Cameroun? Écoutez, la démocratie à l'occidental a quelque chose de bien aussi. Les libertés de s'exprimer, de se réunir, de contester, parce qu'on a besoin de contre-pouvoir. Mais à côté de cela, il faut le consensus aussi, sur ce que nous sommes, qui ne doit pas être détruit par ce que nous recevons des autres. C'est pour cela que je vais doter le Cameroun d'une chambre consultative des sages et des patriarches, je l'ai dit, pour que eux, qui soient gardiens, qui sont les gardiens de notre tradition, et vous avez dit ce que je vais faire des chefferies, qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur la marche de l'État. Je crois que c'est ça qui nous manque en réalité dans notre démocratie. Qu'il y ait à côté des instruments hérités des autres ou reçus des autres, qu'il y ait des instruments qui soient le creuset de conservation de ce que nous aussi nous sommes en termes d'identité. Mais il demeure que la démocratie a ses vertus, le choix de l'un d'entre nous par le vote, la possibilité aux uns aux autres de proposer aux citoyens
leurs offres et que les citoyens décident en toute transparence. Je pense que ce sont là des prédicats de la démocratie occidentale moderne dont nous devons jouir aussi, tout aussi pleinement. Pour boucler cette rencontre, le candidat du parti Univers adresse un message à l'ensemble de la diaspora camerounaise à travers le monde. Je vais dire à mes frères et sœurs de la diaspora belge et d'ailleurs que nous devons rentrer. Je suis venu ici leur dire, soutenez la dynamique qui est la nôtre pour que nous rentrions ensemble construire notre pays. Construire notre pays pour que l'humain retrouve sa place dans le fonctionnement de notre État. Quand je dis l'humain doit retrouver sa place, c'est que nous ne devons plus avoir des rues où il y a des handicapés qui rampent cherchant une pièce de monnaie. Non. Nous devons pouvoir construire un État humain où il y a des centres où ces personnes sont logées et dont nous nous occupons. Il ne faut plus que nous soyons dans un pays où la veuve, le veuf, rentre dans une détresse éternelle parce que les procédures et les complications administratives sont telles qu'il ne peut plus s'occuper de ses enfants orphelins parce qu'on a tout compliqué, parce que la gabégie s'est installée. Il faut construire ce pays où nos enfants vont à l'école. Comme ici, ils sont bien formés pour qu'ils deviennent des acteurs de développement, des acteurs de création de richesses. Il faut que nous construisions un pays où vous, qui êtes de la diaspora, vous pouvez pleinement participer, portant la nationalité, une ou deux nationalités d'ailleurs, mais restant enracinés au Cameroun, pouvant y loger votre épargne, pouvant la loger dans le fonctionnement des institutions, pouvant vous-même participer par le vote de la diaspora législative et municipale, dans le vote des lois, dans la prise de décision au Cameroun. C'est à cela que je vous engage, construire un État humain, un État qui protège, un État qui libère les énergies, ces énergies qui sont malheureusement enfouies au loin en vous parce que vous avez été obligés de partir. Rentrons, construisons notre pays. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis. Notre actualité se poursuit sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et Vimeo et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.